Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est l'heure de vous présenter mes lectures de juillet. En juillet, j'ai quand même pas mal lu, en tout cas un peu plus que ce que je ne lisais ces derniers temps et je suis assez contente puisque je n'ai eu qu'une seule lecture mitigée. Vous allez voir, j'ai filmé au fur et à mesure que je terminais un livre pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi que de faire une seule vidéo où je dois me souvenir absolument de tous les résumés, etc. Alors vous allez vous dire, ben tu l'as lu il y a quelques semaines, donc en théorie tu devrais t'en souvenir. Oui, mais j'ai vraiment une mémoire merdique et donc du coup je préférais faire au fur et à mesure avec un petit peu mes avis à chaud. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Première lecture terminée du mois de juillet, Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Alors de Sophie Astrabi, j'ai lu quasiment tous ses romans. Le seul que je n'ai pas trop aimé, enfin avec lequel j'ai eu un sentiment mitigé, c'est Les bruits du souvenir. Et malheureusement, celui-ci, eh bien, ça ne l'a pas trop fait non plus avec moi. Donc en fait, on suit trois femmes à trois époques différentes et un mystérieux héritage, celui d'un secret jamais révélé. Clairement, au tout début, j'étais bien dans l'histoire, etc. Et puis, j'ai vite eu du mal à suivre entre les trois personnages. Je me suis un peu perdue, etc. Puisque les chapitres donc alternent entre les trois femmes. Et j'ai vite décroché. Alors je sais pas, c'est parce que peut-être j'étais pas trop dans ma période lecture. En ce moment, je traîne un petit peu pour lire, etc. Enfin voilà, mais là, ça n'a pas trop aidé parce que j'ai trouvé ça assez long. J'ai trouvé que franchement, il y avait quelques pages en moins, en trop, pardon. Il fait à peu près 380 pages et ouais, j'ai trouvé... Là, c'était vraiment compliqué pour le terminer. Je voulais vraiment aller au bout parce que je me suis dit, bon, sait-on jamais si je finis par accrocher un moment ou un autre. Et puis ça m'embêtait quand même un petit peu d'abandonner parce que j'aime beaucoup Sophie Astrabi, mais là, vraiment, je suis passée à côté. Pendant ma lecture, j'ai voulu me... Alors, je sais pas si c'est me réconforter ou je voulais en tout cas voir si j'étais la seule ou pas. Et effectivement, en allant sur Babelio, j'ai vu que j'étais quand même un petit peu la seule à être passée à côté. J'ai vu 3 personnes qui n'ont pas trop aimé, mais autrement, c'est quasi que des avis positifs. Et d'ailleurs, quand je suis allée vers ce livre-là, c'est que j'avais lu une chronique dithyrambique juste avant. Et là, je me suis dit, c'est bon, je sors de ma palle. Ça m'a trop donné envie, la chronique. Mais en fait, je pense que j'avais trop d'attentes ou je sais pas. Mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, je suis complètement restée en retrait de l'histoire et j'avais qu'une hâte en fait, c'était que ça se termine pour passer à autre chose. Je suis désolée, l'écriture elle est toujours aussi bien, hein. Enfin j'ai aucun problème avec l'écriture de Sophie Astrabi, elle est fluide, c'est top de ce côté là, mais ouais, j'ai pas été spécialement emportée par ce roman. Alors c'est pas une déception non plus, mais c'est un livre que je vais très vite oublier et j'en suis bien désolée. Pour l'instant, je n'ai pas repris de lecture papier, je n'ai pas commencé un nouveau livre, donc voilà. Mais en tous les cas, j'ai commencé un nouvel audio, Dernière soirée de Lisa Garner. J'avoue que j'étais en train de réfléchir à quel audio j'allais écouter, etc. Je n'avais pas vu, il y avait un marque-page en plein milieu. Et en fait, je me suis dirigée vers ce livre qui était dans ma palle depuis sa sortie. Et franchement, là, j'ai écouté, je crois, 5 heures à peu près d'écoute et je suis à fond dans l'histoire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai, mais je vous en ferai un update. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas filmé, mais je porte toujours le même t-shirt. Enfin, non, je l'ai lavé, hein, entre-temps, mais... je porte le même t-shirt qu'avant. Bon, bref, on s'en fout. Je reviens parce que j'ai donc terminé le roman de Lisa Garner, Dernière soirée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu Lisa Garner. Je l'avais découvert en 2020 avec Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était le premier tome de la saga FBI Profiler et je ne sais pas pour qui, pourquoi, je n'avais pas continué. Mais bon, écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de redécouvrir sa plume avec ce livre qui est d'ailleurs un deuxième tome. Je ne savais absolument pas, le premier étant l'été d'avant, mais je pense qu'ils peuvent se lire totalement indépendamment l'un de l'autre. En tout cas, ça ne m'a pas du tout dérangé. Pour vous faire un résumé, Timothy était un randonneur aguerri et il enterrait sa vie de garçon avec ses 4 témoins et amis de longue date. Et s'ils sont partis à 5, et bien malheureusement, ils sont rentrés à 4 parce que Timothy a mystérieusement disparu. Et donc voilà, 5 ans qu'on n'a retrouvé ni corps ni objet lui appartenant. On ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Ça se trouve, il est toujours vivant. En tout cas, une équipe est mise en place pour retrouver Timothy et puis découvrir la vérité. Et donc, dans cette expédition, eh bien, il y a plusieurs amis et proches de Timothy, mais il va y avoir également Frankie Elkin. Cette dernière n'a absolument pas le profil, en tout cas de prime abord, pour faire cette expédition de cette ampleur dans la forêt de Wyoming, c'est ça ?
dans les montagnes du Wyoming. Et à mesure que l'équipe s'enfonce dans ce territoire sauvage, il devient évident que quelqu'un est prêt à tout pour faire échouer les investigations. Oui, je mets de la couverture, etc. pour vous faire un résumé parce que je suis absolument zéro en résumé. Je sais plus si je l'ai dit ou quoi, mais j'ai découvert ce livre à travers le format audio et je ne regrette absolument pas. À savoir qu'en format papier, il fait 460 pages. Et je crois qu'en audio, c'était genre 11 heures d'écoute, mais c'est passé assez rapidement. Je crois que j'ai dû l'écouter genre en 3 jours grand max, mais après, bon, j'ai fait mes ongles pendant que je l'écoutais, j'ai fait d'autres trucs et tout. Et la narratrice, elle interprète vraiment bien, enfin, je sais pas comment dire ça, mais elle avait de l'énergie, du peps, enfin, elle avait pas trop de tension quand elle parlait, ça déroulait, enfin bref, c'est un bon scénario, j'ai bien aimé, on est vraiment en pleine immersion dans cette forêt. J'ai bien aimé Frankie Elkin, en fait, j'ai bien aimé son personnage, je me suis attachée à elle. C'était vraiment une lecture top. Je découvrirai avec grand plaisir la suite s'il devait y en avoir. Je ne sais pas en fait si c'est juste une duologie ou une saga, mais bon, connaissant un peu Lisa Garner, je pense quand même que ça va être une saga. À voir. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai enfin pensé à prendre mon micro, n'est-ce pas? J'espère que le son il sera beaucoup plus agréable. Alors je suis obligée de le tenir. Je sais qu'il y a des gens que ça perturbe quand il y a le micro comme ça. Je n'accroche pas pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé un moyen pour régler le son. Et quand je le mets là, je trouve que le son n'est pas assez fort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, et je précise également que si je parle comme ça, donc assez lentement et pas très fort, c'est parce que je ne suis toujours pas seule chez moi et je ne suis pas hyper à l'aise à parler extrêmement fort. Je reviens vers vous pour vous parler du coup de Fétiche 45 que je vous ai déjà présenté dans le vlog. Je l'ai terminé et il m'a fallu quelques jours pour trouver les bons mots pour aborder ma chronique, enfin si je puis dire ça ainsi, pour pouvoir en parler. Donc Fétiche 45, écrit par Laurent Valdiguier, qui est un grand reporter au magazine Marianne, revient sur le parcours de Dominique Pellicot avant les Yols de Mazan. Si ce dernier a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en décembre dernier pour avoir pendant près de 10 ans abusé de son épouse Gisèle qui était lourdement sédatée avec la complicité d'autres hommes qu'il recrutait sur internet, eh bien tout ceci n'est que la face cachée de l'iceberg. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Dominique Pellicot a été mis en cause dans 2 affaires d'agression, de violence sexuelle, dont le meurtre à viol de Sophie Narme à Paris en 1991 qu'il nie et une tentative de viol en région parisienne en 1999 qu'il a été obligé d'avouer parce qu'on a retrouvé son ADN sur les chaussures de la victime Marion, Marion qui est donc un nom d'emprunt. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi d'autres affaires mêlant des personnes de sa propre famille, donc il nie absolument tout. D'ailleurs vous pouvez retrouver notamment le témoignage de sa fille Caroline Darian qui a écrit « Et j'ai cessé de t'appeler papa » et « Pour que l'on se souvienne », 2 ouvrages que je vous recommande. Bref, il n'y a pas que ça, je saute bien des choses, les belles filles, etc. Bon, ouais, je vous saute des trucs, mais je pense que peut-être tout ça vous êtes au courant. On en a quand même entendu parler, et c'est vrai qu'on a vu aussi Caroline Darian dans plusieurs médias. Et d'ailleurs, elle a bien raison de parler et de l'ouvrir, bien que ça fasse jaser, entre guillemets, si je peux dire ça ainsi. D'ailleurs, petit aparté, mais des fois, quand je vois la réaction de certaines personnes, et notamment de certaines femmes dans les commentaires, je me dis comment tu peux être à ce point contre ton propre camp. Ça me laisse vraiment perplexe et je pense que certaines personnes ne réfléchissent absolument pas avant d'écrire des commentaires. Je trouve ça abject. Mais bref, c'était une petite parenthèse que je voulais faire ici, même si cela n'a rien à voir. Venons à nos moutons. Donc Laurent Valdiguier, en fait, dans ce livre, il dénonce clairement les gros manquements de la justice, que ce soit pour l'ADN qui n'a jamais été exploité, mais également pour les nombreux scellés qui ont disparu et qui pourtant seraient quand même vachement très utiles, n'est-ce pas? Si les institutions avaient fait correctement leur travail, eh bien Gisèle Pellicot aurait pu être épargnée. En tout cas, c'est ce qu'affirme Laurent Valdiguier dans son livre. Et pas seulement Gisèle Pellicot, comme je vous l'ai dit, il y a
a aussi d'autres potentielles victimes. On parle de Marion Sophie Narme, mais on parle également de plusieurs choses concernant sa propre, enfin d'autres faits, d'autres personnes en fait l'accusent dans d'autres choses. Je pensais quand même bien connaître le personnage de Dominique Pellicot, je me suis quand même pas mal renseignée sur cette affaire, sur cet homme, etc. Mais dans ce livre, il y a une mouche qui me perturbe, ça commence à me casser la tête. Dans ce livre, j'y ai quand même découvert des choses que je ne connaissais pas et je trouve quand même ça assez intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé dans les médias de Mazan, donc de Gisèle Pellicot, un petit peu aussi de sa fille, effectivement, comme je le disais, qu'on a pu voir, mais il y a également d'autres victimes qu'il ne faudrait certainement pas oublier. Enfin, bref, je ne sais pas du coup trop comment terminer ce truc, j'ai quand même l'impression d'avoir un petit peu plombé l'ambiance, n'est-ce pas? Peut-être que ma lecture suivante sera un peu plus joyeuse, mais je trouve que c'est quand même vachement important de parler de ce livre-là et de le mettre en avant, et voilà. Bon, bah à plus, hein. Je ne pense pas que vous prendre dans ma voiture soit une merveilleuse idée, mais bon, pourquoi pas, au moins je serai un peu plus naturelle quand je parle, puisque je suis toute seule. Je voulais vous prendre parce que j'ai terminé Terrasse de Laurent Godet. Je l'ai écouté en audio, il dure à peu près 2h30 je crois, et waouh, quelle claque je me suis pris avec ce livre. Ce roman, Laurent Godet rend hommage à toutes les victimes en fait du 13 novembre et tous ceux qui étaient, mais également tous les proches de ceux qui étaient, une grosse pensée pour tous ces gens-là également. Et en fait, la manière dont est construit le récit, c'est vraiment original et c'est vraiment bien puisque, comme je le disais, il donne la parole en fait à tout le monde. Il donne la parole en partageant leurs ressentis, en réinventant les gestes, les quelques mots qu'ils ont pu échanger. C'était vraiment bouleversant comme livre. C'est déchirant, bouleversant. J'ai pas vraiment les termes, mais vraiment, c'est un livre que je vous conseille vivement. Sur les attentats du 13 novembre parce qu'il est quand même vachement puissant, court mais intense. Waouh, quelle grosse claque je me suis prise. Je crois qu'en format papier, je vous mettrai combien il fait de pages en format papier, mais c'est court et ça mérite vraiment d'être lu. Bien, on se retrouve plus tard pour un autre avis lecture, ailleurs certainement que dans ma voiture. Hello, bon excusez la luminosité merdique aujourd'hui et ma tête un petit peu pas ouf, mais bon j'ai envie de dire c'est un peu la tête que j'ai tous les jours, n'est-ce pas? Je reviens vers vous puisque j'ai terminé Les Évaporés du Japon de Léna Mogé que j'ai découvert en audio. C'est vrai que ce mois-ci je charbonne niveau lecture, enfin lecture non pas du tout, attention je vais me faire engueuler en plus de ça parce que déjà que mettre des livres audio dans son bilan lecture, mon Dieu, c'est scandaleux, il faut absolument le notifier parce que sinon, tu triches. Bref, excusez-moi, je dérive déjà, mais des fois, je lis de ces trucs qui me laissent perplexe. Ce mois-ci, je suis à fond livre audio, j'en ai écouté déjà 3 ou 4, là, je sais même plus. Et c'est cool parce que je me suis dirigée vers des petits livres audio, mais carrément efficaces. Et donc, avec Les Évaporés du Japon, ça a été une très bonne écoute. À savoir que quand je cherchais un livre audio, le titre m'a directement interpellée parce que pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai été au Japon l'année dernière et que je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise, donc voilà, c'était top. Dans ce livre enquête/documentaire, l'autrice met en lumière un phénomène particulier au Japon, les évaporations. Si chaque année des tas de gens disparaissent dans le monde, eh bien le Japon est le pays qui comptabilise le plus de disparitions. Il y a en moyenne 100 000 évaporés chaque année. Alors quand je dis des évaporés, c'est en fait des gens qui quittent absolument tout, donc leur famille, leur travail, partent sans ne laisser aucune trace. D'ailleurs, il y a une expression japonaise pour les désigner qui est joatsu, je crois. Je ne sais pas si je prononce bien. Disparaissent pour plein de raisons, donc que ce soit pour fuir un échec professionnel ou personnel, ou bien fuir la crise économique, ou enfin bref, il y a beaucoup de raisons. En tous les cas, ce n'est pas sans conséquence pour eux. Leur nouveau départ est souvent très rude, c'est vraiment pas facile, ils n'ont pas une vie incroyable pour la plupart, bien au contraire, c'est souvent une vie faite de misère. C'est loin d'être la fête du slip, pardonnez-moi l'expression, mais l'autrice met justement bien en lumière tout ça, puisqu'elle est allée à la rencontre, elle a réussi en fait à recueillir le témoignage de familles de disparus, mais également d'évaporés, et d'ailleurs dans le livre,
Il y a des illustrations, des photos, j'imagine des évaporés. Malheureusement, je n'étais pas au courant de cela avant de commencer mon audio. Bon, c'est pas grave, tant pis, ça n'a rien gâché, mais c'est que ça aurait ajouté un plus. Bon, je vous le dis comme ça, au moins, vous le saurez. C'est un ouvrage que je vous conseille fortement, puisque c'est un sujet tabou et important. Et il met en lumière également différents aspects de la société japonaise. C'était hyper intéressant et en même temps effrayant à la fois. Il y a certains passages qui font froid dans le dos, notamment celui sur Toyota ou le camp de l'enfer. Si en tant qu'occidentaux nous fantasmons souvent sur le Japon, il ne faut pas oublier tout ce qu'il se passe et tout ce qu'il reste silencieux. Hello! Bon, on se retrouve pour les 3 dernières lectures du mois de juillet. Effectivement, j'ai terminé 3 livres et puis là on est le 1er août. Donc on va repartir sur un nouveau mois en espérant qu'il soit tout autant productif que juillet l'a été. Alors tout d'abord, j'ai terminé Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer de Chloé Thibault. Je l'ai lu sur ma liseuse et franchement, je suis trop contente de l'avoir lu parce que c'était hyper intéressant. Ça faisait un moment que j'avais très envie de lire de relire plutôt, ce type d'ouvrage. Typiquement, j'adorais lire à l'époque des essais. Maintenant, je lis beaucoup plus de fiction. Et ce genre de lecture en fait qui peuvent t'instruire, qui peuvent t'apporter des pistes de réflexion, enfin plein de trucs, ça me manquait terriblement. Et là, typiquement, j'avais entendu parler de ce livre-là, je crois, dans une émission ou je ne sais plus, et je me suis dit qu'il était fait pour moi, ça m'intriguait particulièrement. Alors très honnêtement, au début, je me suis demandé si j'allais vraiment en parler, parce qu'il y a une phrase qu'a dit l'autrice dans son livre, c'est: je ne me considère pas comme wokiste, mais mon livre sera certainement, je me prends le pari que mon livre sera considéré comme tel. Et je me suis dit exactement la même chose pendant ma lecture. Et du coup, je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie que ça fasse des putains de débats politiques ou je ne sais quoi sur mes réseaux sociaux. Enfin, ça peut vite partir en fait en biberine et franchement, j'ai pas envie de ce genre de prise de tête. Mais bon, en même temps, voilà, j'ai aussi envie de vous présenter mes lectures et puis après, chacun voit midi à sa porte, chacun prendra ça comme il le voudra. Puis bon, après, c'est surtout que tout est sourcé dans le livre, hein, ça ne sort pas du chapeau, tout ça, donc chacun tirera les conclusions qu'il le souhaite. Du coup, de quoi parle ce livre? Parce que là, je fais tout ce blabla, mais de quoi parle ce livre? Tout est un peu dit dans le titre. Chloé Thibault a tenté d'identifier ce que la fiction nous apprend à aimer, et elle prend beaucoup d'exemples. Donc en fait, elle met en lumière toutes les violences au cinéma, à la télévision. Et je pense d'ailleurs que pour toutes les personnes qui sont vraiment, qui ont une certaine culture cinématographique, eh bien ça pourrait vous intéresser de ouf, même sans ça, hein, parce que personnellement, je n'ai pas une grande culture cinématographique, et pourtant, il y a quand même pas mal d'exemples où j'ai vu ces films, etc., dont elle parle. Et c'est vrai que je me disais la même chose qu'elle, c'est que quand je regardais ces films à l'époque, je me disais pas bizarre, tu vois, ou choquant le discours, truc comme ça. Non, parce que j'étais petite et que, enfin voilà, tu vois. C'est surtout que, voilà, en fait, il y a plein de trucs qui passaient il y a quelques années encore et qui ne passent absolument plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, heureusement, je suis désolée, mais encore, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour ça, elle prend donc de nombreux exemples, de répliques, etc., qu'il y a dans des films. D'ailleurs, je peux vous en citer une dans L'Auberge espagnole en 2002. Putain, je te jure, c'était trop bon, c'était comme dans les films, tu vois. Au début, elle était là, genre, non, 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 puis après, oui, oh oui, oh oui, incroyable. De ouf. Cette réplique n'est pas du tout un cas isolé. Bon, après, voilà, quand Emmanuel Macron a invité à réagir à la mise en examen de Gérard Depardieu, qui est donc accusé pour viol par plusieurs femmes, et qu'il dit que, en fait, ce mec rend fier la France, ça en dit long quand même. Chloé Thibault a fait un gros travail de recherche, les propos sont vraiment étayés, il y a des études qui sont des résultats d'études qui sont mis en lumière, enfin, c'est du concret quoi, je veux dire vraiment une lecture intéressante qui permet de faire avancer le débat, qui amène à la réflexion, pour ceux qui aiment réfléchir et qui aiment évoluer, j'ai envie de dire, je vous le conseille vivement.
Ensuite, du coup, une lecture qui n'a absolument rien à voir, et là pour le coup un peu plus légère, n'est-ce pas, puisque j'ai écouté en audio Un coup de soleil de Serena Giuliano. Serena Giuliano, c'est vraiment mon petit rendez-vous de l'été. Je crois que ça fait 2-3 années que je lis un de ses romans au mois de juillet, et je trouve que c'est la période parfaite pour lire ces romans parce que c'est toujours rafraîchissant, ça nous permet de nous évader, on a l'impression d'être un petit peu en vacances en Italie alors qu'on est chez soi. Alors encore une fois, eh bien c'est un livre audio qui ne dure pas trop longtemps, c'était fortement agréable, surtout que c'est Serena Giuliano elle-même qui lit ses propres livres, et donc du coup on a le petit accent italien, etc. Non, vraiment au niveau de l'immersion on est plutôt pas mal. Et donc dans cet ouvrage on suit Éléonore qui est une mère et femme de ménage. Elle a 6 clients, et 6 clients quand même assez particuliers. Alors Éléonore, eh bien en fait elle a eu un coup de soleil, métaphore de un coup au cœur, un gros chagrin d'amour, parce que eh bien sa relation avec Marco s'est terminée, une relation qui m'a rappelé une des miennes, hein, qu'on se le dise très franchement. Vous savez, le genre de relation où en fait la personne ne vous apporte pas grand chose finalement, c'est beaucoup de miettes, et on essaie de se contenter en fait des miettes qu'on a, parce que peut-être dépendance affective ou autre chose, etc. La personne, elle te promet un peu monts et merveilles, elle te fait voir beaucoup de choses très bien de sa personnalité, mais en attendant elle n'est pas hyper présente dans ta vie, et en attendant en fait elle sait pas qui choisir entre toi ou l'autre personne. Enfin si, là en l'occurrence Marco a décidé de rester avec sa femme, et elle le savait depuis le début, Éléonore, mais c'était plus fort que eux. C'était plus fort qu'elle, et lui c'était plus fort que lui. Bref, le genre de relation toxique, je trouve, dont on se passerait bien, puisque c'est le genre de relation dont on ne sort pas indemne. Et donc là effectivement Éléonore, elle est un petit peu au bout du rouleau, hein, on va pas se mentir, elle souffre de cette fin de relation, parce que elle était vraiment bien attachée à Marco, hein. Marco il sait y faire, et donc du coup elle est un petit peu au bout de sa vie, et puis financièrement c'est pas non plus la fête du slip, mais parmi tout ça en fait va y avoir beaucoup de lumière, grâce aussi notamment à son métier en fait de femme de ménage. Elle va se retrouver dans des situations plutôt cocasses, et c'était une lecture très chouette. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment comme à chaque fois avec les romans de Serena Giuliano. Et c'est tout, je pense, que de ce que je peux vous en dire, hein. Bon, lisez-le. La dernière lecture du mois, c'est Ce qu'elles m'ont laissé de Jennifer Savina. Alors Jennifer Savina, c'est une autrice que j'ai découvert avec son premier roman Après quoi elle court. D'ailleurs, Ce qu'elles m'ont laissé est plus ou moins une suite. Alors après, ils peuvent se lire totalement indépendamment l'un de l'autre, mais à savoir que l'on retrouve quand même notamment Marjorie, qu'on avait découvert donc dans ce premier livre. Je vous en dirai pas plus, sinon ce serait un peu spoilé, mais là ce que je vais vous dire ne spoilera pas le premier. À 29 ans, Marjorie est littéralement au bord du gouffre. Elle en peut plus. La relation avec sa mère, ça se passe pas vraiment au top du top. Sa carrière, elle est en panne. En plus de ça, elle a des grosses migraines qu'elle se coltine depuis plusieurs années. Enfin bref, ça va pas. Et donc, on lui conseille un espèce de médecin guérisseur qui m'a d'ailleurs fait penser à un kinésiologue. Et ce mec, clairement, il va lui dire, écoutez, vous avez mal à la tête, mais moi, je vois des choses chez vous qui mériteraient en fait d'être réparées, des blessures qui sont profondes, et c'est pas les médocs qui vont t'aider avec ce genre de blessures. En fait, il va falloir, ça se passe plutôt là, il va falloir faire un travail sur soi, et aussi sur les blessures transgénérationnelles. Et donc là, Marjorie se dit bon, ok, voilà. Finalement, il y a un événement brutal qui va se passer, un truc de plus qui va faire que, voilà, ça va être le truc de trop, et donc la mère de Marjorie décide de l'envoyer en Californie pour retrouver une grand-mère presque oubliée. Le roman va faire une espèce de passé-présent. On va se retrouver donc avec Marjorie, et on va se retrouver également dans la période de la Seconde Guerre mondiale. On va en apprendre plus du coup sur cette affaire de famille, cette famille qui clairement a vécu pas mal de choses, et j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. J'ai d'autant apprécié parce que moi qui ne lis plus trop de livres sur la période de la Seconde Guerre mondiale, et bien là j'ai pu apprendre encore d'autres choses concernant ce pan de l'histoire. Donc tout comme Après quoi elle court, le premier roman de l'autrice, j'ai trouvé la plume fluide. Alors peut-être la seule petite remarque que je peux faire, c'est des chapitres peut-être un peu plus courts, mais après ça c'est
à la guise de chacun, quoi. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'on a l'habitude, en fait, de lire des romans avec des chapitres très courts et on s'y habitue. Et donc, quand les chapitres, font peut-être 15-20 pages, on trouve ça long. Mais en soi, je vais m'en sortir. Mais en soi, voilà, c'est un détail et j'ai vraiment apprécié Marjorie, je me suis attachée à elle. C'était touchant, même la période concernant la Seconde Guerre mondiale, etc. On peut constater les injustices, c'est révoltant. Et puis, voilà, c'est une histoire de femmes, de la résilience de femmes. Un très bon roman que je vous conseille de lire. Vous pouvez le trouver notamment sur Amazon. Il est vrai que c'est un roman auto-édité, donc il n'est pas forcément disponible en librairie, mais comme d'habitude, je le dis souvent, n'hésitez pas à commander les livres auto-édités chez vos libraires, parce que ça permet aussi aux auteurs de se faire un peu connaître, et puis voilà quoi, ça permet également de faire vivre des petites librairies et non Amazon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez repérés, s'il y a des livres du coup qui vous intéressent parmi ceux que j'ai lus. N'hésitez pas également à me partager votre meilleure lecture du mois de juillet. J'espère que juillet a été productif, en tout cas que vous avez passé un bon mois de juillet. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. À bientôt.